Le monde ne connaîtra jamais la paix. Point final, cette affirmation brutale et sans appel émane de l'analyste Scott Ritter, une figure dont l'expertise est aussi indéniable que sa capacité à fustiger les narratifs établis, ce qui explique sans doute pourquoi sa voix est systématiquement ignorée par les chancelleries occidentales et les médias dominants, pendant que les instances de Bruxelles s'illusionnent dans une bulle de vœux pieux et de déclarations creuses, évoquant avec une candeur déconcertante de futures garanties de sécurité pour une nation voisine de la Russie, une toute autre réalité géopolitique, bien plus implacable et irréversible, se met inexorablement en place. Une réalité où le destin de cette zone de conflit est déjà scellé, gravé dans le marbre des faits sur le terrain, et des stratégies de puissance très loin des conciliabules diplomatiques stériles et des rhétoriques lénifiantes. L'analyste Ritter est formel et ses mots résonnent comme un couperet sans appel. Il n'y aura aucune paix véritable, ni même de ces compromis boiteux et précaires qui caractérisent souvent la fin des hostilités. La Russie, selon son analyse acérée, a déjà activé son plan Odessa, un terme évocateur qui n'est pas anodin, signalant une opération d'envergure dont les objectifs dépassent largement les simples ajustements territoriaux. Ce n'est pas une négociation classique à laquelle nous assistons, mais bien une restructuration complète et fondamentale de la région, un remodelage géopolitique profond. L'objectif stratégique est clair et n'autorise aucune ambiguïté: transformer la nation voisine de la Russie en un État-union sous le contrôle direct et indéniable de Moscou, intégrant ainsi ses structures politiques, économiques et militaires à la sphère d'influence russe, effaçant de facto toute velléité d'indépendance souveraine telle que l'Occident l'entend. Les territoires déjà acquis par la Fédération de Russie, notamment la Crimée et les nouvelles régions incorporées après les référendums, sont considérés comme siens, comme une part inaliénable du territoire russe. Ils sont à ce titre non négociables et toute tentative de les remettre en question est perçue comme une ingérence directe dans les affaires intérieures de la Russie. La rhétorique occidentale sur l'aide militaire et financière ainsi que sur l'intégrité territoriale est jugée non seulement absurde mais profondément déconnectée de la réalité et des motivations russes. Moscou ne renoncera pas à ces terres qu'elle considère comme historiquement et stratégiquement vitales. Pour illustrer le niveau d'absurdité que la Russie perçoit dans les propositions occidentales, imaginez un instant qu'on propose aux États-Unis de céder la Californie ou le Texas pour garantir la paix mondiale. Une telle suggestion serait immédiatement rejetée comme grotesque et inacceptable. C'est précisément ce niveau d'outrecuidance et de méconnaissance des intérêts vitaux de la Russie que les stratèges de Moscou décèlent dans les postures occidentales. Les États-Unis, d'après les conclusions sans phare de Ritter, ont délibérément allumé et attisé ce conflit. Ils ont méthodiquement armé, financé et entraîné les forces armées de la zone de conflit pendant des années, non pas en réaction à une agression, mais en préparation d'un affrontement, même sous l'administration Trump qui avait pourtant affiché des velléités de rapprochement. L'Europe, dans ce jeu de puissance, n'est qu'une façade diplomatique, une coquille vide agitée par des marionnettistes lointains. Le Royaume-Uni et l'Allemagne, en particulier les deux piliers économiques et militaires sensés de l'Europe, montrent des signes alarmants non seulement de faiblesse militaire structurelle, mais aussi d'un effondrement économique imminent miné par l'inflation, la crise énergétique et la désindustrialisation. Pourtant, et c'est là le comble de l'ironie, ils maintiennent des postures de confrontation belliqueuse et des déclarations martiales dignes d'une puissance qu'ils ne sont plus. Est-ce là le fruit d'une erreur de calcul catastrophique ou simplement le symptôme d'une folie collective autodestructrice? Ce n'est plus une lointaine dispute géopolitique reléguée aux confins des cartes d'information, c'est l'avenir même de l'Europe qui est en jeu, une question de survie existentielle pour le continent. C'est votre sécurité personnelle, la stabilité de vos frontières, la prospérité de votre économie et la pérennité de votre mode de vie qui sont directement menacées. L'Europe s'enfonce dans une spirale descendante sans précédent, elle glisse inexorablement vers le niveau du tiers-monde, affirme Scott Ritter avec une gravité palpable, un destin qui aurait été impensable il y a seulement quelques décennies. Et la faute, selon lui, est clairement attribuée à la politique menée par des dirigeants européens irresponsables, déconnectés des réalités de leurs citoyens et aveuglés par des idéologies dépassées. Ces élites politiques, souvent sans expérience militaire ou même industrielle, s'évertuent à réécrire l'histoire, à ignorer les leçons du passé et les avertissements des experts lucides, préférant s'accrocher
s'accrocher à des récits idéologiques confortables plutôt qu'à la dure réalité des faits. Les conséquences de cette politique suicidaire sont déjà directes et tangibles pour vous, citoyens européens. Des coupes drastiques sont déjà à l'œuvre dans les programmes sociaux essentiels, le tissu même de l'État-providence est déchiré. La semaine de 4 jours, les congés payés, les pensions de retraite, toutes ces garanties sociales acquises de haute lutte sont menacées, voire déjà rognées au nom de l'effort de guerre ou de la rigueur budgétaire imposée par une crise auto-infligée. Votre niveau de vie, celui pour lequel plusieurs générations ont travaillé sans relâche, chute à une vitesse alarmante. Vos systèmes de santé publique, jadis fleurons de l'Europe et d'éducation, piliers de l'ascension sociale, se dégradent à vue d'œil, sous-financés et surchargés, ne pouvant plus garantir des services dignes de ce nom. L'Allemagne, autrefois le moteur économique et la puissance stabilisatrice de l'Union européenne, adopte désormais une posture agressive et militariste en rupture totale avec sa politique d'après-guerre. Friedrich Merz, le leader de l'opposition conservatrice, ne cesse de parler de ne pas répéter les erreurs du passé, une formule sibylline qui, dans ce contexte, résonne de manière creuse et inquiétante, laissant entrevoir une possible interprétation revancharde de l'histoire. Certains experts et observateurs n'hésitent plus à dire que l'Allemagne agit comme si elle tentait de manière inconsciente ou délibérée de se diriger vers une forme de quatrième Reich, une résurgence de pulsions militaristes et de domination économique sous couvert de leadership européen. Cette rhétorique agressive et décomplexée, totalement déconnectée de la réalité économique et militaire fragile du pays, est intrinsèquement dangereuse, non seulement pour l'Allemagne elle-même, mais pour l'ensemble du continent. Votre avenir, le quotidien de vos enfants, est directement menacé par cette fuite en avant politique. La Russie, dans cette complexe équation géopolitique, agit en pompier, selon les mots percutants de Ritter. Elle ne voit pas son intervention comme une agression impérialiste, mais comme une action nécessaire pour éteindre un incendie allumé, alimenté et propagé par d'autres, principalement les États-Unis et leurs alliés européens, mais elle le fait avec une détermination implacable et une logique froide, non pas pour une simple trêve, mais pour que les flammes de ce conflit ne se rallument jamais, garantissant une sécurité à long terme pour ses frontières. Pendant ce temps, les dignitaires de Bruxelles, enfermés dans leurs bureaux feutrés, aiment discourir interminablement sur de futures garanties de sécurité illusoires, dessinent des cartes imaginaires de zones d'influence et rédigent des communiqués pompeux, mais tout cela se déroule dans une bulle d'illusion déconnectée du terrain, une sorte de théâtre de l'absurde où les acteurs récitent un texte dont personne ne se soucie. Les efforts diplomatiques européens ne sont qu'une mise en scène élaborée, un écran de fumée qui cache mal une incompétence flagrante et une absence de vision stratégique autonome. Les États-Unis sont, sans aucun doute possible pour Ritter, les véritables instigateurs et orchestrateurs de ce conflit. Washington a délibérément orchestré cette confrontation, la préparant depuis des années en utilisant la zone de conflit comme un simple pion sur un échiquier géopolitique mondial, un bélier contre la Russie. L'Europe, dans ce grand jeu de puissance, est reléguée au rôle humiliant de simple statisticien, un observateur passif qui compile les chiffres des pertes et des coûts, sans aucune réelle capacité d'initiative ou d'influence sur le cours des événements. Les motivations profondes de Washington sont, selon Ritter, claires et cyniques: maintenir à tout prix son hégémonie mondiale déclinante, affaiblir stratégiquement la Russie en l'embourbant dans un conflit coûteux, mais aussi affaiblir l'Europe elle-même, un concurrent économique potentiellement trop puissant et une entité qui pourrait un jour revendiquer une autonomie stratégique. Enfin, et non des moindres, il s'agit de générer des profits massifs et colossaux pour son complexe militaro-industriel tentaculaire qui voit dans chaque conflit une opportunité de vente d'armes et d'équipements. L'aide militaire américaine, loin d'être un acte philanthropique, a fonctionné avec la régularité et l'efficacité cynique d'une chaîne de montage sous l'administration Trump, et cette dynamique s'est intensifiée depuis. Des centaines de nouveaux combattants étaient entraînés et équipés tous les 2 mois, transformant la zone de conflit en un vaste camp d'entraînement et de réarmement. Pendant ce temps, les élites politiques et économiques de la zone de conflit, souvent corrompues et opportunistes, ne veulent pas la paix. La cessation des hostilités signifierait la fin d'une manne financière inespérée. Elle se dispute âprement l'accès aux financements occidentaux, voyant dans la guerre une source intarissable d'enrichissement personnel et de pouvoir.
Le départ de l'actuel président, dont le règne a été marqué par une corruption endémique et une dépendance aux flux financiers étrangers, serait potentiellement une opportunité cruciale de réinitialiser ces schémas de corruption systémique et d'ouvrir la voie à des leaders moins enclins à perpétuer la guerre pour leurs propres bénéfices. L'Europe, quant à elle, loin d'agir comme un bloc souverain, est guidée par une peur viscérale et paralysante, la peur de se désolidariser des États-Unis, de perdre la protection de l'oncle Sam, même si cette protection se révèle être une tutelle coûteuse. Elle est marquée par une naïveté diplomatique ahurissante, une absence de pragmatisme et une faiblesse de leadership chronique qui la rend incapable de défendre ses propres intérêts. Certains dirigeants européens, opportunistes et dénués de scrupules, profitent cyniquement de la rhétorique anti-russe ambiante pour gagner en influence politique sur la scène nationale et européenne, pour masquer leurs propres échecs ou pour détourner l'attention de problèmes intérieurs pressants, mais ils le font au détriment direct et dramatique de leur propre nation, épuisant leurs ressources, appauvrissant leurs citoyens et compromettant leur avenir. Est-ce cela un leadership digne de ce nom, ou plutôt une trahison flagrante des principes démocratiques et de la confiance des peuples? La Russie, elle, n'agit pas par caprice ou par pure ambition expansionniste, mais elle est profondément motivée par sa sécurité existentielle, une préoccupation ancrée dans son histoire tumultueuse et ses souffrances passées. Ses objectifs sont clairs: la dénazification des éléments ultranationalistes et extrémistes qui, selon Moscou, ont infiltré les institutions de la zone de conflit, et la démilitarisation de cette même zone pour éliminer toute menace militaire perçue à ses frontières. Mais au-delà de ces objectifs immédiats, il y a la volonté inflexible d'intégrer les territoires historiquement russes, que Moscou considère comme légitimement siens, et de protéger les populations russophones. Plus fondamentalement encore, la Russie cherche à établir un nouvel ordre mondial multipolaire, un système où l'hégémonie unipolaire américaine serait remplacée par un équilibre des puissances, où sa voix serait respectée sur la scène internationale et où ses frontières seraient garanties par le droit international et le rapport de force. C'est une question de survie nationale, de dignité et de respect pour Moscou, un impératif stratégique qui contraste de manière frappante avec les illusions européennes d'un monde post-historique et post-géopolitique où la force brute aurait cédé la place à la diplomatie seule. Le Royaume-Uni, autrefois une puissance impériale redoutable et un acteur majeur sur la scène mondiale, offre aujourd'hui le spectacle tragique de son déclin militaire et de son incapacité à faire face aux défis contemporains. L'état de ses forces armées est sidérant. Ses chars Challenger 3, fierté supposée de son arsenal terrestre, n'ont augmenté que de 6 unités en 4 mois, passant de 213 à 219, un rythme dérisoire en pleine crise de sécurité. Pour mettre cela en perspective, pendant la guerre froide, la Grande-Bretagne en possédait plus de 800, ce qui témoigne d'une érosion dramatique des capacités. Que dire de ces véhicules blindés Ajax? Ils sont si mal conçus qu'ils causent des maux de tête chroniques et des nausées aux équipages à cause du bruit excessif et des vibrations intenses, les rendant inaptes au combat prolongé. Les frégates britanniques de type 23, la colonne vertébrale de sa flotte de surface, ont pour la plupart plus de 30 ans, alors qu'elles étaient initialement conçues pour 21 ans de service, naviguant au-delà de leur durée de vie opérationnelle, avec des coûts de maintenance exorbitants et des risques accrus. Le logement des soldats est honteux comparé aux dortoirs vétustes et délabrés de l'ère Thatcher, une négligence chronique qui détruit le moral des troupes et sape les efforts de recrutement. Plus risible encore, le Royaume-Uni, qui se veut une puissance industrielle, achète même des boulons et des composants essentiels auprès de fournisseurs asiatiques, signe d'une désindustrialisation profonde et d'une perte d'autonomie stratégique. L'OTAN, quant à elle, est devenue une machine de communication de crise, capable de produire des communiqués de presse et des déclarations politiques plus vite que des obus, révélant la faiblesse critique de sa base industrielle de défense. Oh, le budget de la défense britannique, malgré son ampleur apparente, est englouti non pas dans des équipements modernes et des capacités opérationnelles, mais par les dépenses administratives pléthoriques, le recours systématique à des cabinets de conseil coûteux et l'entretien coûteux et inefficace de ce vieux matériel obsolète. Est-ce là le visage d'une armée moderne capable de rivaliser avec les défis du XXIe siècle?
Les chiffres sur la déliquescence militaire du Royaume-Uni sont accablants et parlent d'eux-mêmes. Le pays ne compte plus que 73 000 effectifs militaires actifs contre plus de 300 000 dans les années 1970, ce qui représente une chute vertigineuse de 45% de ses effectifs en quelques décennies. Keir Starmer, le leader travailliste, dans une tentative désespérée de rassurer, promet un investissement de 2,5% du PIB pour la défense, puis dans une surenchère irréfléchie 5%, des promesses qui sonnent creux car elles sont tout simplement irréalisables compte tenu de l'état des finances publiques et de la capacité industrielle. Londres a déjà donné une somme astronomique de 7,58 milliards de livres sterling de matériel militaire à la zone de conflit depuis 2022, un acte que beaucoup qualifient d'autosabotage national. Ses propres stocks, déjà faibles, sont désormais vidés à un niveau critique, menaçant la sécurité intérieure du pays. Il faudrait 16,4 milliards de livres par an pour les réapprovisionner à un niveau acceptable, alors que seuls 3 milliards sont alloués, creusant un gouffre financier béant et irréversible. La dette publique du Royaume-Uni dépasse déjà 100% du PIB, rendant tout investissement massif dans la défense presque impossible sans compromettre la stabilité économique. Ces ressources ne suffiraient que pour quelques mois de conflits intenses, une perspective terrifiante pour une nation qui se veut influente. Le Financial Times, une source d'information économique respectée, a confirmé que les stocks d'obus de l'OTAN sont inférieurs aux besoins trimestriels de la zone de conflit, un indicateur alarmant de l'impréparation de l'Alliance. En somme, l'Europe est militairement exsangue, saignée à blanc par des décennies de sous-investissement et de mauvaise gestion. Ce n'est pas un scénario de science-fiction dystopique ni une prophétie apocalyptique sans fondement, c'est l'analyse crue, froide et sans concession de Scott Ritter, basée sur une connaissance approfondie des réalités militaires et géopolitiques, une confrontation persistante et exacerbée avec la Russie, menée avec cette obstination européenne, mènera inévitablement l'Europe à un effondrement économique complet et irréversible, les chaînes d'approvisionnement se briseront, l'inflation deviendra incontrôlable, les industries s'arrêteront et la pauvreté se généralisera. Cet effondrement sera suivi d'une désintégration sociale profonde, caractérisée par des troubles civils, une montée des extrémismes de tous bords et une perte de cohésion nationale. Pire encore, cela pourrait dégénérer en un conflit direct, un affrontement symbolique et catastrophique avec la Russie, même s'il ne s'agit pas d'une guerre totale. Cet affrontement, quelle que soit sa forme, confirmerait la suprématie militaire russe et anéantirait définitivement l'ancienne gloire européenne, la reléguant au rang de puissance secondaire sur la scène mondiale. Le scénario le plus probable, selon l'évaluation rigoureuse de Ritter, est que la Russie atteindra tous ses objectifs stratégiques. La zone de conflit sera transformée en un État-Union pleinement intégré à la sphère d'influence russe. Des territoires supplémentaires, considérés comme vitaux pour la sécurité de Moscou, seront annexés, redessinant de manière permanente la carte géopolitique de l'Europe de l'Est. L'Europe, quant à elle, ruinée économiquement et affaiblie politiquement, n'aura d'autre choix que de se plier aux nouvelles réalités, des réalités dictées impitoyablement par Moscou, sans marge de manœuvre significative. Les États-Unis, grands gagnants financiers à court terme de cette confrontation, continueront à vendre des armes à l'Europe, renforçant sa dépendance mais sans aucun engagement militaire direct de leur part, laissant les nations européennes seules face aux conséquences de leur choix. L'effondrement économique dans ce scénario sombre pourrait même forcer le Royaume-Uni et la France, les deux seules puissances nucléaires européennes, à un désarmement nucléaire unilatéral, non pas par choix idéologique, mais par simple impératif économique et budgétaire, incapables de maintenir le coût exorbitant de leurs arsenaux. Ce serait un facteur irritant de moins sur la scène internationale, facilitant grandement les négociations bilatérales entre les puissances dominantes, la Russie et les États-Unis. En effet, l'absence de ces petits arsenaux nucléaires européens permettrait à Washington et Moscou de redéfinir les équilibres mondiaux de manière plus directe et sans l'interférence européenne. Cela ouvrirait la voie à un nouvel ordre mondial, une redistribution des cartes géopolitiques où les deux superpuissances redéfiniraient les sphères d'influence et les règles du jeu sans la voix discordante et désormais inaudible de l'Europe. Qui sont les gagnants incontestables dans ce jeu de puissance impitoyable? La Russie, sa sécurité nationale sera enfin garantie, ses territoires historiques seront réunis, son influence géopolitique sera restaurée et son rôle de puissance mondiale sera solidifié. Qui sont les perdants dramatiques? L'Europe
Elle perdra ce qui lui restait de souveraineté, son économie sera dévastée, son bien-être social réduit à néant, son pouvoir militaire anéanti et son influence sur la scène mondiale évanouie. La zone de conflit perdra sa souveraineté et son intégrité territoriale, transformée en un État vassal. Les États-Unis, malgré des profits massifs à court terme pour leur complexe militaro-industriel, perdront en crédibilité sur le long terme auprès de leurs alliés et concurrents, révélant la nature purement transactionnelle de leurs alliances. Et les citoyens européens, au milieu de ce bouleversement, ils perdront leur qualité de vie, leurs acquis sociaux, leur liberté et, par extension, leur avenir même. C'est une descente aux enfers prévisible et auto-infligée. L'Allemagne, dans ce contexte, agit avec une dangereuse réminiscence historique, comme si elle rêvait d'une marche vers l'Est renouvelée, une pulsion militariste latente, réveillée et exacerbée par la crise actuelle, menaçant de replonger le continent dans des erreurs tragiques du passé. Le plan Odessa n'est donc pas qu'une simple manœuvre militaire tactique ou une opération de court terme, c'est une vision historique profonde, inscrite dans la longue durée de la stratégie russe, une approche qui contraste de manière frappante avec l'immédiateté de la pensée occidentale. Une comparaison avec la planification américaine pour l'Allemagne d'après-guerre est instructive. La restructuration profonde d'un État vaincu et son intégration dans une sphère d'influence. La Russie pense sur le long terme bâtit sa stratégie sur des décennies, voire des siècles, tandis que l'Occident semble atteint d'une amnésie historique collective, incapable de tirer les leçons du passé. Les déclarations de Friedrich Merz en Allemagne et de Keir Starmer au Royaume-Uni sur une confrontation militaire inéluctable avec la Russie, des fanfaronnades irresponsables, dénuées de toute substance stratégique et de moyens réels. Les promesses de dépenses militaires britanniques, brandies comme un signe de résolution, irréalisable, chimérique et, pour être franc, ridicule compte tenu de l'état actuel de leurs forces armées et de leur économie. L'aide britannique massivement octroyée à la zone de conflit, un acte d'autosabotage qui dénude les propres capacités de défense du Royaume-Uni. Quant au parapluie nucléaire européen, régulièrement vanté par la France et le Royaume-Uni comme le garant de la sécurité du continent, il est purement et simplement ridiculisé par leurs capacités réelles, leurs arsenaux limités, leurs doctrines fragmentées et leur irresponsabilité politique collective. Ce conflit dans la zone de conflit est un révélateur brutal et implacable. Il met en lumière le déclin inéluctable de l'hégémonie occidentale, une ère de domination unipolaire qui touche à sa fin. Il annonce l'émergence irréversible d'un monde multipolaire où de multiples centres de pouvoir rivaliseront pour l'influence. Ce basculement s'inscrit dans une tendance à la polarisation accrue entre des blocs de puissances rivaux, à la fragilisation des alliances traditionnelles comme l'OTAN, dont la cohésion est de plus en plus érodée par des intérêts divergents. Il est également le symptôme de l'effondrement progressif des économies occidentales, soumises à des chocs multiples et simultanés: crise énergétique, inflation galopante, désorganisation des chaînes d'approvisionnement, dédollarisation rampante et à des décisions politiques autodestructrices. La Russie, contrairement à ses adversaires, est celle qui anticipe ces nouvelles réalités géopolitiques avec lucidité et elle les façonne activement à son avantage. L'Europe, elle, reste désespérément accrochée à un passé révolu, à des paradigmes dépassés, une relique d'une ère qui n'est plus, incapable de s'adapter au monde qui émerge. La question finale, lancinante et essentielle, est la suivante. Votre gouvernement, par ses choix et son aveuglement, vous mène-t-il, vous et vos enfants, vers la ruine? La dégradation sociale et économique de l'Europe est-elle une fatalité inévitable à laquelle il faut se résigner? Ou peut-elle encore être évitée par un sursaut de lucidité et un changement radical de cap? Votre avis compte, votre engagement est crucial. Partagez cette vidéo, éclairez ceux qui vous entourent sur les enjeux réels. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications. C'est votre protection la plus fiable contre la désinformation généralisée. C'est l'assurance d'un éclairage honnête, sans concession et basé sur des analyses divergentes des narratifs dominants. Ne restez pas dans l'ignorance. Rejoignez la discussion, informez-vous et agissez.